La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Salut Michel. Salut Michel. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, Ça toi? va bien, toi? Très bien, merci, très bien. Donc, la question qu'on pose toujours à nos Hall of Famers pour commencer, est-ce qu'on peut te tutoyer? Ben oui, certain. Ah, OK. Non, mais tu sais, on a un respect pour ceux qui ont bâti la game. Moi, là, je voulais juste savoir, là, entre vos deux, là, c'est qui était le meilleur deuxième choix du Canadien? Ça commence fort, ça. Hein, j'aime c'est ça. un bon départ, les gars, hein? J'aime ça. C'est une bonne... Guillaume, incroyable. Le talent qu'il avait, ce gars-là, je le dis toujours. Le monde en Europe, il me dit, c'était comment Guillaume Latendresse? J'ai dit, j'ai jamais vu un gros gars de même, fort physiquement, avec autant de main. C'est le même que je le décris. Puis moi, je vais dire... grosse de Qui même. était ton coach à Minnesota? Moi, j'ai eu Todd Richards puis Mike Yo. Oh mon Dieu, t'as manqué Jacques Lemaire. J'ai manqué Jacques Lemaire d'1 an avec Mario Tremblay. Mario m'avait appelé pour que je loue sa maison. Ah, ben, J'ai dit combien? J'ai dit ben trop cher, Mario, voyons donc. il voulait louer son château. Ben oui, j'ai dit voyons, Mario. Mais pour répondre à ta question qui est très pertinente, moi, je pense qu'un gars comme Lapierre, comme quatrième centre du Canadien, n'aurait jamais dû partir du Canadien. C'est vrai. Mais je ne sais pas s'il s'en souvient, mais j'ai rencontré Maxime après un match à Montréal avec Bob Gainey. Michel, sais-tu pourquoi je m'en rappelle? Parce que ça avait même marqué quand tu me serrais la main. J'ai dit, je pense qu'il me cassait la main. Je peux pas jouer pour une couple de semaines. Nous autres, notre génération, on voit toujours les légendes comme vous étiez tellement fort physiquement, vous étiez incroyable, la vieille mentalité. Les gars, ils aimaient la game. Tout ça, puis on le sait que vous êtes fort physiquement. Puis j'ai eu ma confirmation. Là. J'ai dit, salut Michel. Là, j'ai dit, ce gars-là, il a compté 50 buts, 48 pour une raison. La poignée de main. Je me souviens très bien. Disons que je pense que j'étais bien gêné en plus. Je suis un gars bien gêné. Je n'étais pas sûr comment t'apprendre. Et puis, on avait passé une belle soirée. Ouais, Si tout est gêné, mais imagine nous autres quand on a la chance de vous rencontrer, les légendes, on est honorés. Puis on va leur dire encore, là, mais merci de prendre le temps de venir sur notre show et de parler à nos fans. On a eu, depuis qu'on a annoncé que tu venais, on a plein de messages. Ah, Michel Goulet, légende des Nordiques, blablabla. Le monde sont vraiment excités. Fait qu'on te remercie d'avance pour le temps que tu prends. On est en confinement en ce moment. C'est difficile pour tout le monde. Qu'est-ce que Michel Goulet fait? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ouais, Michel, il essaie de se remettre en forme. J'ai eu 2 nouvelles hanches. J'ai été opéré là, 3 et 4 ans. Et puis, j'ai un petit peu de misère. Et là, j'ai besoin de peut-être d'une opération au dos. Alors, j'ai de la misère un petit peu physiquement, mais il reste qu'on essaie de s'arranger. Et puis, naturellement, avec tout ce qui se passe présentement, ça me donne le temps de le faire. Et puis, c'est ce qui s'en vient la semaine prochaine. Fait que ça magane de traîner une équipe? Ah, ça m'engane un peu, oui. Donc, je ne sais pas si c'est à cause comme j'ai toujours dit, quand tu vieillis, c'est pas bien grave, jusqu'à temps qu'il change de premier chiffre. Je viens d'avoir 60 ans, alors je me dis, peut-être que c'est à cause de ça. Alors, on essaie de se remettre en forme. Ouais, c'est une bonne affaire, puis je pense justement en pandémie de même, c'est ça que les gens devraient faire, c'est se trouver un nouveau projet, un nouveau défi, puis ça passe le temps. Je pense que quand tout ça va être fini, le but, c'est d'avoir une meilleure version de nous-mêmes après cet obstacle-là. Exactement. C'est de se tenir occupé, puis en plus, c'est de revenir en forme. Tu sais, peut-être vous connaissez ça, vous autres, vous êtes plus jeunes un peu, mais quand on vieillit, puis tu as toujours fait du sport, à un moment donné, il faut que tu te prennes en main, puis tu reviennes, tu sois capable de faire quelque chose que tu aimes, et puis d'être capable de rester en forme. Ah, je le vis après 7 ans, Michel. Moi aussi, je devrais prendre cette avenue-là de la remise en forme. Quand je voyais l'âge des anciens nordiques à Havre-Saint-Pierre, puis que j'avais de la misère à y suivre, je me suis dit, ouais, d'après moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gars on avait des naturels sur ce match-là. Tu as des Brisebois et des Richer, et puis ces gars-là, ils patinent vite encore. Ah non, puis même de votre bord, vous aviez Marc Fortier qui joue encore solide. Vous aviez, j'oublie son nom, le petit, là, il était bon en tabarouette. Mais Marc, je te dis, là, la deuxième game, là, il y avait du hooking, puis il y avait tu ressentais la rivalité qui revenait, même si on s'amusait. Ça revenait, c'était un petit peu plus intense en troisième période. Oui, c'était très, très bon. Mais justement, si on revient à Michel Goulet, l'enfant Michel Goulet qui grandit à Péribonka, c'était comment le hockey
à Péribonka? Comment est-ce qu'on grandit dans le hockey là-bas? Bien, personne ne sait ça. Péribonka, c'est un village de 400 personnes. Alors, on avait juste assez de joueurs pour faire une équipe réellement. Et puis, la chance qu'on a eue à Péribonka, c'est qu'on avait 12 très bons petits joueurs de hockey. On a toujours resté ensemble. C'est un peu la même histoire sur bien des joueurs. Je suis convaincu que lorsque tu viens d'un peu loin et tu n'as pas la chance de jouer à l'intérieur, alors tu trouves le moyen de jouer à l'extérieur. Et puis, on avait quand même une belle petite équipe. Et puis, lorsque j'ai eu 12 ans, l'équipe de Mistassini, la ville à côté, là, à peu près 15 000, est venue me chercher pour que je sois capable de jouer avec eux autres. Alors, ça a été un procédé un peu comme bien du monde. Et puis, naturellement, j'avais peut-être un talent, peut-être de ce côté-là, de marquer des buts. Et puis, j'ai toujours fait ça toute ma carrière d'amateur, dans le fond. Et puis, à 15 ans, 16 ans, c'est là que je me suis mis à marquer. Puis, j'ai été repêché par les Remparts de Québec. Puis ça nous renvoie dans une histoire dans le passé, là. Avant de jouer junior majeur, puis je pense que ta première année ou deuxième année, tu as fait 73 buts dans la LHJMQ. Tu partais, là, il y a 2 ans, 2 ans avant, tu étais midget C, si mes informations sont bonnes. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Midget C, et puis j'étais à Mistassini, puis c'était la première ligue, la première année de la ligue midget. Sur la midget C, c'était Dolbeau, Mistassini, Normandin, Saint-Félicien, Roberval. C'est tous les petits villages alentour du lac. Alors, c'était une ligue pas mal le fun, dans le fond. Je pense que c'était très compétitif. Et puis, c'était midget C à cause de... Ça marche avec la population. C'est des petits villages. Alors, il reste que cette année-là, j'ai fait comme, je pense, c'est 45 buts en 22 matchs, je pense. Alors, et à partir de là, c'est là qu'il y avait un dépisteur à Saint-Jérôme qui travaillait avec les Remparts de Québec. Et lui, est-ce qu'il me suivait, mais je ne le savais pas, dans le fond. Je sais que les Saguenayens de Chicoutimi étaient venus me voir jouer 3-4, bien souvent, mais il disait que j'allais être repêché en 3e, 4e ronde, qu'il allait me repêcher. Moi, j'étais là, pas de problème. Après, là, je suis allé au repêchage à Trois-Rivières cette année-là. J'avais 16 ans, et puis j'ai parti 5e au premier tour. Alors, ça a été tout un changement pour moi, dans le fond. Est-ce que c'est stressant pour... dans tes années, quand même, on s'entend à Péribonka, Chicoutimi, je ne sais même pas s'il était dans la Ligue ou faisait partie de l'équipe la plus éloignée qui existait dans la Ligue. Ça doit être dur de dire il faut que je parte de la maison puis de ma région natale dans ces années-là? Bien, disons que j'ai commencé à 12 ans. J'ai parti à 12 ans. Je suis allé jouer à Mistassini. Je restais en pension. Alors, ça me donnait la chance d'aller jouer, premièrement, dans une ligue de hockey qui jouait plus de matchs. Et puis, en plus, la chance que j'avais, je retournais à la maison, je pouvais jouer avec mon équipe en plus du village. Alors, je pouvais avoir la chance de jouer un peu partout. Qu'est-ce qui est arrivé à 15 ans, lorsqu'on a eu notre aréna, finalement, à Mistassini? Je me levais à 5 heures du matin, tous les matins. J'avais volé les clés de l'aréna et puis j'allais patiner avant d'aller à l'école pendant tout un hiver de temps. Alors, je commençais de 5h30 à 6h30, 7h. J'étais sur la patinoire et puis je passais du temps. Et puis c'est là qu'à un moment donné, le gars de la Zamboni, il se demandait à tous les fois, il me semble que j'ai fait la glace hier soir avant de m'en aller. Là, à un moment donné, 2-3 jours plus tard, il est arrivé, il dit « Mon petit tabarouette, toi! » Il dit « Dis-le pas à personne. Je ne le dirai pas à personne. » Je dis « Merci bien. » Alors, tout l'hiver, j'ai été capable d'aller jouer et patiner avant d'aller à l'école. Alors, de 15 ans à 16 ans, je pense que c'est là que réellement le développement s'est passé. Puis Michel Goulet, qui ouvrait la porte de l'aréna tout seul et qui allait pratiquer, il se voyait où? C'était quoi le rêve? Oh, Seigneur, je me voyais... Je pense que je ne pensais pas réellement comme ça. Je voulais jouer au hockey, mais je ne savais pas à quel niveau. J'étais un petit peu un gars innocent, dans le fond. C'est quoi aller jouer? Tu regardes le Canadien, j'ai rencontré Bob Béol, j'ai rencontré Jean Béliveau, j'ai rencontré Guy Lafleur à cause du lac, la traversée internationale du lac Saint-Jean. Alors, tu sais, de là à de dire qu'à un moment donné, je vais jouer dans la nationale, c'est une autre histoire. Alors, pour moi, c'était juste comment j'adorais jouer au hockey, comment j'adorais passer du temps sur la glace. J'adorais la façon qu'on jouait, la façon d'avoir des amis qui restent
encore, quand je retourne à Péribonka, j'ai encore les mêmes amis. Alors, c'est réellement ça qui... Ça ne m'a jamais réellement mis beaucoup de pression. J'ai juste eu beaucoup de plaisir à faire ce que je voulais faire. Et puis, il y a juste une anecdote à un moment donné que moi, j'ai 7 frères, hein, les gars. Ouais. Fait que, c'est facile de jouer au hockey pour le fun. C'était on attendait le 500e but de Jean Béliveau. Tous les samedis soirs, nous autres, naturellement, on écoutait le hockey. Et puis, à un moment donné, Jean Béliveau a marqué son 500e but contre les North Stars du Minnesota. Et c'est là que ma mère, j'avais 12 ans. C'est là que ma mère m'a demandé, toi, Michel, combien tu vas en faire de buts? J'ai dit, j'aimerais en faire autant que Jean Béliveau. Wow. Puis là, tu te ramasses que t'es le 20e marqueur de l'histoire de la Ligue nationale. Ben, surtout 548 buts. Là. C'est ça, mais je veux dire, c'est drôle que ça finit comme ça, dans le fond. Tu sais, tu dis des affaires, des fois, tu n'as aucune idée, mais lorsque tu y penses, c'est vrai que c'est arrivé, mais tu sais, je veux dire, c'était quand même incroyable. Pour nous autres, naturellement, les matchs du samedi soir du Canadien, c'était la réunion et le plaisir pour nous autres. OK. Je voulais t'entendre sur tes années au rempart, mais là où ce que tu nous amènes est trop bon. Comment est-ce qu'on fait pour un gars de Péribonka, fan du Canadien, que c'est une religion de regarder samedi soir, de porter le chandail bleu? Bien, disons que les 2 ans avec les remparts, ça m'a donné la chance d'aller voir les Nordiques jouer à pratiquement tous les matchs. Alors, j'avais la chance d'aller voir les Nordiques et puis je me disais, à un moment, j'ai eu la chance de rencontrer probablement des grands joueurs de hockey, Jean-Claude Tremblay. J'ai eu la chance de rencontrer Marc Tardif, Réal Bodé-Cloutier. Alors, il y avait bien des... Pour moi, c'est là que ça a un peu commencé à avoir une alliance avec les Nordiques. Et puis, avoir la chance, je me disais, Caroline, ce serait le fun de jouer ici. J'aimais ça, premièrement, jouer avec les remparts. Alors, jouer encore dans la même aréna, ça aurait été le fun. Et puis, c'est là qu'à un moment donné, tu vieillis. À 18 ans, je me ramasse à Birmingham, en Alabama. Alors, tu vois que j'ai parti du midget C à 15 ans au club professionnel à 18 ans. Alors, ça a été tellement vite que tu n'as pas réellement le temps de penser à n'importe quoi. Tu fais juste jouer au hockey. Puis, je me disais à moi-même que j'ai eu la chance d'être à la bonne place au bon moment. C'était quoi la pression, justement? Nous, on l'a un peu moins vécu, moi et Guillaume, la pression des médias puis tout ça à Québec. Mais je m'imagine en plus que pas trop loin, tu as les médias de Montréal. T'sais, on dirait que c'est le double d'impact. Comment tu délais avec ça, toi? Oui, ça a été... Premièrement, tu t'habitues, tu te bats, pas te bats, tu te bâtis comment est-ce qu'on pourrait dire? Une carapace. Une carapace, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était réellement... j'ai jamais été tellement trop haut, jamais été trop bas. J'ai essayé de jouer le match le mieux possible, de produire le match après match. Quand je connaissais un mauvais match, j'essayais de faire d'autres choses pour essayer de faire gagner le club. Alors, tu essaies de comprendre un peu la façon qu'il faut que tu joues pour avoir du succès. Et pour moi, c'était réellement ça. Je n'avais pas réellement le besoin de marquer des buts à tous les matchs. Naturellement, marquer des buts, c'est l'affaire que chaque joueur de hockey, même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas ça, c'est pas vrai. Non, je pense que marquer des buts, tout le monde aime ça. Alors, il reste que j'essayais réellement de m'améliorer d'une année à l'autre. Puis j'ai eu la chance avec Jacques Demers, même à saison recrue. Je pense qu'il m'a montré énormément comment jouer en défensive. Et puis comment est-ce il m'a montré à bâtir une meilleure façon de jouer au hockey. Et puis, c'est sûr que Jacques Demers, comme pour moi, ça a été un excellent coach de hockey pour moi pour ma première saison. On a des sentiments d'appartenance quand c'est l'équipe qui nous repêche, l'équipe de notre région, notre province. On se fait échanger à Chicago, mais avant de parler des Nordiques, parce qu'on a tellement de choses à dire, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque part où tu t'es dit j'aimerais ça jouer pour le Canadien? Bien, je pensais peut-être que j'avais une chance d'être repêché par le Canadien, mais il n'y avait pas un choix de premier choix cette année-là. Mais lorsque tu reviens, c'est parce je passais avec vous autres aujourd'hui, j'essayais de savoir un peu. En 1979, le repêchage, tu te regardes le repêchage de 1979, tu es là, wow! Il y avait juste 6 rondes de repêchage et puis tu vois que pratiquement tous les joueurs ont joué dans la Ligue nationale. Alors, ça a été une année incroyable. Il y a eu 82 % des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Ça a été une année incroyable. Il y a eu des joueurs, premièrement, Raymond Bock a été, pour moi, dans cette année-là, le meilleur joueur repêché cette année-là.
tu as eu Mark Gardner, tu as eu Mark Messier en deuxième ronde, Dale Hunter en deuxième ronde, Glenn Anderson en quatrième ronde. Tu sais, il y a eu des joueurs de hockey incroyables qui ont passé cette année-là. Et puis, pour moi, c'était réellement une année là, en 79 que ça... Je veux dire, ça te bâtit à voir qu'est-ce que j'ai à faire pour devenir un meilleur joueur de hockey. Et puis, j'ai adoré ça. Parce que c'est la fusion, dans le fond, ce repêchage-là, c'est la fusion avec l'AMH. C'est ça. Pour que les gens comprennent, c'est deux grandes ligues qui joignaient. Puis, je pense qu'il y a eu un gros débat quand même que tu te retrouves avec les Nordiques. On s'en souvient avec ton agent avocat qui disait « J'ai une clause à Birmingham qui dit je joue à Québec dans la Ligue nationale ». Parle-nous un peu de cette situation-là qui devait être, comme joueur, stressante quand même. Là. C'était un gamble un peu qui était Guy Bertrand avec Maurice Filion et Marcel Aubu. Je pense que c'était un petit peu une manigance que moi, naturellement, je voulais jouer à Québec. J'aurais aimé ça. Mais si le Canadien de Montréal me repêche ou n'importe qui me repêche, j'y vais. Tu sais, je pense que c'était un gamble qu'on faisait. Mais ça a été bien, bien organisé. Et puis, naturellement, à Québec, j'ai connu 10 belles années. Et j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs incroyables. Alors, pour moi, je n'ai jamais regretté d'avoir eu la chance de jouer là. Naturellement, jouer à Montréal, ça aurait été une autre histoire, c'est sûr. Michel, j'écoute cette anecdote-là de la part de Guillaume, puis je me demande, toi, en tant qu'ancien Nordique, tu voyais ça comment, mettons, tu voulais aller avec les Nordiques, mais on a un gars comme Eric Lindros, lui, il ne voulait pas y aller. Non, mais tu sais, c'est de la part d'un vétéran qui a tout fait, tu sais, qui est un Hall of Famer, tu voyais ça comment? Là, c'est difficile à comprendre, mais il reste des fois, il y a des choses qui arrivent peut-être que, pour des raisons, des fois, c'est inexplicable. C'est peut-être plus personnel que d'autres choses. Mais il reste que, tu sais, quand tu joues à Québec, on est dans un petit marché, que ce soit à Winnipeg ou à Hartford ou à d'autres places, et Edmonton, tu as des joueurs qui ne veulent pas être là. Alors, quand tu es là, tu vis, tu essaies de gagner, de vendre, de hockey et de gagner, lorsque tu vois des joueurs qui arrivent d'autres clubs et tu vois qu'ils ne veulent pas être là, ils ne veulent pas jouer à Québec. Alors, on a eu des moments, à un moment donné, on a eu des joueurs que c'est réellement plate à voir. Là. C'est sûr que quand tu fais un échange, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Tu sais ce que tu vas avoir comme joueur, mais comme personnalité, tu ne sais jamais. Hein? Alors, je pense que pendant 10 ans de temps, on a eu bien des joueurs qui ne voulaient rien savoir de Québec. Et puis, je pense que, naturellement, ça n'aide pas à gagner. Ça n'aide pas. Il y a toujours un chambardement, il y a toujours des changements, il y a toujours quelque chose. Alors, c'est sûr que Maurice Filion, souvent, il avait ses mains attachées derrière le dos et puis essayer de faire n'importe quoi pour essayer de gagner. C'est dur à comprendre parce que on connaît la passion en tant que Québécois, justement, là, dans une ville comme Québec, l'aréna, puis tout, l'ambiance. Puis moi, ça me fait penser un peu à la situation d'aujourd'hui. À Montréal, on entend souvent les impôts, la température, les médias, blablabla. Je pense que le monde ne réalise pas ce que ça vaut de jouer au hockey au Québec. Bien, je pense que c'est quelque chose que pour moi, que chaque joueur de hockey devrait vivre. Une année au Canada, quelque part. Montréal, Québec, je pense que c'est les deux places que c'est réellement qu'il y a plus d'appartenance avec l'équipe et puis ils veulent gagner. Tu parles de Montréal, que dans le fond, c'est une histoire incroyable lorsque tu revois l'histoire du Canadien de Montréal. Ils ont 26 Coupes Stanley. C'est réellement une équipe à suivre et d'avoir la chance de jouer pour un match, pour un club comme ça. Et puis c'est la même chose à Québec. Alors, à Québec, on n'avait pas l'histoire que le Canadien avait, mais on essayait de faire notre histoire, dans le fond. Et on sait que les matchs qu'on avait entre le Canadien et les Nordiques étaient des matchs incroyables. C'est sûr qu'on a eu des matchs, ça a été pourri, mais il y en a d'autres que c'est réellement un très bon match de hockey. Une des questions qu'on se fait poser le plus souvent, puis ça m'intéresse d'avoir ta réponse, Michel. La première fois que tu as mis le chandail des Nordiques d'une équipe de la Ligue nationale sur ton dos, c'est quoi le feeling? Pour moi, ça a été un super de feeling, mais ça faisait 1 an déjà que je jouais dans l'équipe professionnelle à Birmingham. Ouais. Alors, j'avais un peu de... Je ne sais pas comme une jeune recrue, dans le fond. Ça faisait un an que je passais à Birmingham, que je ne disais pas un mot en anglais. Alors, en moi puis toi, tu sais que j'avais bien du travail à faire. Et puis... Après, en deuxième moitié de saison à Birmingham, ça a été incroyable. Il y a eu un déblocage incroyable. J'ai fini premier buteur du club à 18 ans. J'étais le plus jeune de la gang. Ramage, Hartsburg, Gingras, Ricky Vive,
Pat Reagan. C'était tous des 19 ans. Moi, j'avais 18 ans et Louis Slager avait 20 ans. Alors, on était toute une gang de jeunes, mais il reste que quand j'ai eu la première fois avec les Nordiques, c'était un peu un rêve pour moi que je revenais les 2 ans que je jouais avec les Remparts. Là, je regardais les Nordiques. Caroline, ce serait le fun de jouer avec eux autres. Là, je pense qu'il y a eu un feeling incroyable. Ça a été, premièrement, les vétérans, des gars comme Marc Tardif et Réal Cloutier, ces gars-là m'ont énormément aidé mes premières années. Comment jouer au hockey, quoi faire, comment s'améliorer. Je pense que c'était réel. Pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gars comme ça qui m'ont aidé énormément. Ça, Michel, on en parle souvent là, pour les fans qui regardent. On dit un vétéran qui aide un jeune. Qu'est-ce que ça fait un vétéran qui aide un jeune? Bien, vous savez, vous autres, vous le savez, je suis certain que vous l'avez vu. Il y a des vétérans qui c'est pas des bons vétérans. Ouais. Ils veulent juste être sûrs qu'ils ont un job. Il y en a que c'est complètement différent. Tu as des vétérans que les autres qui sont prêts à tout donner pour améliorer et pour gagner, pour que tu t'améliores. Et puis, mais il y a bien du monde dans le hockey ou même dans le sport qu'ils ne veulent rien savoir de toi parce que tu es là pour voler leur job, dans le fond. Ouais. Alors, c'est réellement, pour moi, j'ai eu la chance d'avoir ces gars-là comme Mousse Dupont qui venait avec nous autres, qui venait arriver des Flyers, venait gagner 2 coupes Stanley. C'est toutes des affaires comme ça que ça aide énormément, puis ils t'aident surtout quand ça va pas bien. Quand ça va bien, tout va bien. Je pense qu'ils sont là pour t'asseoir tranquillement, mais te parler, mais c'est surtout quand ça va pas bien, c'est quoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à faire, l'attitude, le travail, et d'aimer ton travail, dans le fond, de revenir à chaque pratique et puis de t'améliorer. C'est la chance d'avoir des vétérans comme ça qui t'aident énormément. C'est quoi le quotidien d'une vedette des joueurs des Nordiques de Québec? Le quotidien, tu vas au restaurant, es-tu capable de manger, tu vas à l'épicerie? On a entendu Carey Price il y a 2-3 ans dire « Je peux même pas aller à l'épicerie. Ouais. » C'était-tu de même, vous autres aussi? Moi, j'aimais ça à l'épicerie. Je pense que des fois, les gars, ils prennent ça dur. Naturellement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, l'Internet et tout ça, je pense que les joueurs sont reconnus un peu partout. Mais il reste que nous autres, à Québec, pour moi, mes 10 premières années, les Nordiques, on était à la télévision, mais à Québec, au Québec. C'était pas réellement le Canadien de Montréal à Radio-Canada. Alors, je pense que tu pouvais te prendre la chance d'aller un peu partout, mais il reste qu'à Québec même. La ville te reconnaît, la ville... Mais moi, j'aimais ça. J'aimais les gens, j'aimais les amateurs, j'aimais ce que je faisais. Des fois, j'allais rencontrer mon oncle. Je sortais un peu en dehors du hockey. J'allais chercher, peut-être aller jaser avec des gens complètement en dehors du hockey. Puis je pense que c'est le fun dans ce temps-là aussi. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, la motivation d'Extra de jouer pour ton équipe chez toi, le soutien quand tu es plus jeune un petit peu, la famille, les amis. Je pense que le monde, faut pas sous-estimer ça là, parce que c'est la meilleure façon de partir, je pense. Oui, je pense qu'en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 7 frères. Alors, j'avais toujours du monde qui venait voir des matchs. Naturellement, ils adorent le hockey. Alors, c'était réellement mouvementé, mais en même temps, ça te garde occupé, ça te garde comme un peu un focus sur ce que tu as à faire pour produire et de gagner des matchs. Alors, je pense que ça a été réellement une belle 10 ans là, à Québec. Là, naturellement, c'est facile de parler comme ça, mais c'est sûr que les deux dernières années, c'était difficile parce que le club, tu voyais que le club s'en allait dans une direction complètement différente. Alors, quand tu vieillis, ton club descend, c'est là que réellement le challenge s'en vient. On a connu la rivalité canadien-nordique. Je pense que tu as été vraiment le meilleur siège possible pour vivre le début. Là. C'est quoi pour toi l'élément déclencheur de cette fameuse rivalité-là? C'est-tu le but de Hunter? C'est quoi l'élément déclencheur de cette série-là? Non, il n'y a aucun doute que la première série éliminatoire, c'est là que ça a déclenché tout. Le Canadien venait de connaître une saison incroyable. Il y avait 110 points. On avait 80. Alors, on n'avait aucune chance de gagner. Puis, c'était drôle parce qu'en premier supplémentaire, je reçois la rondelle sur le bord de la bande, une petite passe au centre, un 2 contre 1, 20 secondes, c'est fini. C'est réellement là, comme tu dis, Guillaume, c'est là que la vraie rivalité là, entre les deux clubs a commencé. Puis ça n'a jamais lâché depuis ce temps-là. Ils sont même plus là, puis c'est encore là. C'est encore là. Il en parle encore. Je demandais à Stéphane Fiset la routine
d'un joueur des Nordiques qui arrive à Montréal la veille d'un match, puis tout ça. Puis je pense que j'aimerais ça entendre une opinion différente. Là. Toi, c'était quoi la routine quand tu arrivais à Montréal la veille d'une game? Pour moi, c'est un peu premièrement, le Canadien, ça a été le club que j'ai eu probablement le plus de succès dans ma carrière. Alors, pour moi, c'était un peu un genre de... C'était jamais plat. Tu t'en vas à Montréal, il y a de l'histoire. Moi, j'adore le hockey. J'adore j'ai eu la chance de rencontrer Rocket, Richard Jean Béliveau, Guy Lafleur. Tu sais, ces gars-là, tu te dis tabarouette. Mais quand j'arrivais là, c'était réellement excitant. Tu voyais que c'était spécial de jouer contre le Canadien de Montréal. Puis en plus, tu t'en vas jouer au Forum où c'est là que tu sais des fameux matchs de hockey qu'ils ont eu. Alors, pour moi, c'était incroyable. C'est tellement facile pour moi de me motiver, peu importe les clubs, mais surtout à Montréal. Là, c'était réellement à cause de l'histoire qu'il y avait là. On parlait tantôt, 4 saisons de 50 buts, 3 saisons de 40. Tu nommes des joueurs, puis tu te retrouves aujourd'hui qu'on peut nommer Michel Goulet, cette gang-là. Moi, je trouve ça assez incroyable. Un kid du Québec, on a la chance de voir ça. Quel impact pour un scoreur, un marqueur de but, ses partenaires de trio, puis d'avoir une chimie avec les boys, c'est important? Bien, je pense que c'est important énormément. Je pense que lorsque tu n'as pas de chimie entre tes partenaires, ça ne marche pas. Ça marche pas. Peu importe le talent que tu as. Michel Bergeron, notre deuxième année, il a eu la chance de me mettre avec Dale Hunter. Et puis, Dale Hunter puis Buddy Cloutier. Ça a été réellement notre premier trio là, qu'on produisait incroyable. Naturellement, on avait la ligne des Stachny en premier. Ouais. On était sur le deuxième trio. Et puis, réellement, je pense que c'est un peu à cause de ça qu'on a réussi à avoir une excellente équipe. À cause du ballon qu'on avait en offensive. Et puis, on avait 2-3 trios là, qui pouvaient marquer des buts. Puis, je pense qu'on sait que Bergie aimait ça, marquer des buts. Il criait quand vous faisiez scorer, c'est ça? On parlait... Des fois, il fallait qu'il monte sur le banc là, pour qu'il se fasse entendre, mais... ça sonnait mieux d'en haut. Ouais. Dans ça, des fois, on voyait, voyons, c'est qui crie comme ça? Là? On le voit pas. On parlait tantôt, justement, on parle de l'entraîneur. Moi et Guillaume, on disait à quel point un entraîneur peut décider de bien faire paraître un joueur ou de mal faire, tu sais, pas bien le faire paraître. Ça, c'est sûr qu'il y a des traits. Hey, j'ai joué avec des entraîneurs qui étaient des gars incroyables pour ça. Il y avait un talent énormément incroyable pour être sûr qu'on ne marque pas de but. Mike Keenan en fait partie. Mike Keenan. Mike Keenan. C'est drôle, hein? J'ai adoré Mike Keenan, moi. Ah ouais, hein? Vraiment, ça faisait 10 ans que j'étais à Québec et puis la pression et tout ça. Je pense que Mike Keenan, là, quand tu comprenais un petit peu c'est quoi qu'il essayait de faire, moi, je l'adorais parce qu'il essayait juste de t'améliorer. Il voulait que tu produises, il voulait que tu joues bien, il voulait que tu te présentes. Et puis, lorsque tu regardes la carrière de Mike Keenan, il a fait des joueurs de hockey bien ordinaires, des carrières incroyables. Okay, ouais. À cause, les joueurs comprenaient c'est quoi qu'ils voulaient accomplir. Juste des fois, j'ai eu pas des relations, mais des meetings. Des fois, c'était moins beau un peu, là, mais réellement, là, Mike Keenan, là, il savait ce qu'il essayait de faire. Puis lorsque tu regardes son cheminement là, de carrière, c'était un excellent coach de hockey. Mais il y a un moment donné, il ne savait pas où arrêter. Il ne savait pas quand arrêter, donner un congé, ou il ne savait pas où s'arrêter. C'était toujours à 100%. Je pense qu'après sa Coupe Stanley, à New York, c'est là qu'il a compris. Parce qu'on parlait à Steph Fiset, comme je disais tantôt, des Pierre Pagé qui se cachaient dans les buissons, dans les vannes pour savoir les gars à quelle heure ils rentraient à l'hôtel. Puis ça, lui, Mike Keenan, il y en avait-tu un petit secret? Ah, Mike Keenan, souvent. Ça m'arrivait des fois parce qu'à un moment donné, moi, tu sais, tu as toutes sortes de joueurs. Hein? Tu as des joueurs qui aiment ça aller manger à 5 heures. Il y en a d'autres qui veulent aller manger à 8 heures. Tu sais, moi, quand je suis arrivé à Chicago, on débarquait à Buffalo et il était 5 heures. Les gars, à 5h30, on va manger. Ben voyons non, 5h30. Je ne mange pas à 5h30. Tu sais, moi, j'aimais ça manger comme à 7h30, 8h, tu sais, tranquillement. On va prendre une bière tranquille, tu sais.
Là, à un moment donné, je reviens, il était comme 10h45, je sais pas. Je savais qu'on commence à patiner le lendemain matin. Il dit quelle heure t'es rentré hier? Il dit 10h45, pourquoi? Puis je savais qu'il m'avait vu, tu sais. Mais tu voyais que McKinnon, là, je veux dire, pour moi, là, c'est un gars, là, si tu l'affrontais, il n'y avait aucun problème. Et si tu le laisses aller, il va te manger tout rond, comme on dit. Hey, c'est fou pareil, hein, de dire, si je réponds au gars, il va se calmer. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai, il est comme ça. Hein? Mais j'ai dit, Mike, si tu veux des couvre-feux à 9h, mets-les à 9h. Si tu veux des couvre-feux à 11h, mets-les à 11h. Il n'y a pas de problème. Des fois, vous savez, les gars, tu as des coachs, ça joue avec ta tête, hein, ça joue avec... Moi, McKinnon, là, c'était carte blanche, puis je disais ce que j'avais à dire, puis il me disait ce que j'avais à dire. J'essayais juste de gagner des matchs de hockey. Moi, c'est juste ça que je comprenais de McKinnon. En plus de ça, les gars, tu passes de McKinnon à Darryl Sutter, on va dire, c'est pareil au même. Ah ouais, hein? C'est du pareil au même. Ah, ça, c'était à l'époque des entraîneurs tough qui jouent le mind game, puis le tabarouette, que des fois, tu dis, hey, j'ai 10 buts en 22 games, en 18 games, veux-tu même sacrer à paix, baptême, tu sais? Mais Guillaume, tu sais que McKinnon, il a appris de Scotty Bowman. Oui, c'est ça. Scotty, là, tu le regardes, là, il y avait toute une équipe de hockey à Montréal. Ouais. On va dire, en fait, comme entraîneur-chef, c'est sûr que ce n'était pas un gars facile, mais on va dire, en fait, il savait gagner. Il savait je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Puis j'ai lu une entrevue que tu as faite, je ne me souviens pas dans quel média, là, c'est pas dans le but de ne pas le nommer là, du tout, j'ai juste un blanc. Tu parlais parce qu'on a entendu ça tellement souvent à Montréal. Ah, moi, quand je jouais, je lisais pas les médias, puis blablabla, blablabla. Puis là, tu as dit ça, c'est de la frime. Les gars lisaient. Puis, fait que toi, tu le lisais, mais c'est quoi l'article le plus dur que tu as eu à lire? Oh mon Dieu, j'en ai eu des. À Québec, là, j'ai eu des gars, là, des gars, des colleurs. Les Régents Tremblay, là, à Québec, là, on en avait 2-3, là, Ah oui, hein? Moi, là, quand j'étais 3-4 games sans marquer de but, là, ça commençait à gronder un peu. Tu sais, mais il y a un monsieur qui m'a dit ça, mais je veux dire, t'as Claude Larochelle. Tu sais, naturellement, je ne veux pas parler parce que les gars, aujourd'hui, sont décédés. Tu sais, à un moment donné, les gars pensaient que je faisais de la chaise longue à tous les étés. Voyons donc, je m'entraînais à l'année longue. Tu sais. Je travaillais sur la ferme, puis je m'entraînais à l'année longue. Alors, tu sais, tu avais des affaires qui se passaient que c'était dur à comprendre. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils essayent de vendre quelque chose que je ne fais pas, que je ne suis pas? Alors, à Québec, là, ça n'a pas été facile, hein, Seigneur, surtout vers la fin. C'est sûr qu'au début, là, tu es jeune, tu es capable de passer à travers bien des affaires, mais quand tu vieillis, tu ralentis un petit peu, puis ton club n'est pas assez bon pour gagner des matchs. Ça, là, quand ils veulent rebâtir, puis toi, tu es rendu à 30 ans, 31 ans, là, tu te dis, Colin, ça serait le temps de passer à d'autres choses. T'es-tu déjà demandé qu'est-ce qui serait arrivé avec ta carrière si tu avais joué ailleurs qu'avec les Nordiques, par exemple? Si je te donne un exemple, tu arrives à Montréal. Ouais. Est-ce que ton après-carrière est pareil ou est-ce que tu t'imagines qu'est-ce qui aurait été? C'est dur à dire. Je pense que c'est des très bonnes questions, mais tu sais, c'est dur à répondre réellement. C'est dur de savoir comment ça serait déroulé. À Montréal, c'est pas facile. À Québec, c'était pas facile. Mais pour moi là, jouer au hockey, là, ça fait pas d'importance où. C'est sûr qu'à Montréal, je ne sais pas si ça aurait déroulé de la même façon. Je pense que oui. Je crois que oui. Parce que j'avais réellement une façon de penser de jouer au hockey et de marquer des buts et puis d'essayer de bien jouer à chaque match. Les émotions étaient séparées. C'est ça. C'est pour moi que à Montréal, là, c'est sûr que lorsque tu es un champion à Montréal, tu gagnes la coupe. Pour moi, là, je peux vous dire, gars, dans les années 80, là, on jouait contre le Canadien 8 fois par an. On n'arrêtait pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est 2-3 matchs d'exhibition, 8 matchs en saison, puis une série de 7 matchs en supplémentaire, en play-off. Alors, je pense qu'à un moment donné, là, tu te dis, là, c'est quoi là, qui va faire produire contre un club comme ça? On n'arrêtait pas de jouer un contre l'autre. À un moment donné, Stéphane Richer, il marque 2 saisons de 50 buts. Moi, je trouvais que Stéphane Richer, là, c'était un des meilleurs joueurs que je voyais là, à cet âge-là. Là.
c'est incroyable le talent que ce petit gars-là avait. C'est incroyable de le voir aller. Puis moi, là, je finissais mes 50 buts, là, puis lui, il a embarqué là-dessus. Je voyais que c'était tout qu'un joueur de hockey. Alors, des joueurs de hockey, là, lorsque tu regardes en arrière, la chance de jouer un an, peut-être pas un an, mais la moitié d'une saison avec Guy Lafleur, c'était incroyable pour moi. Tu sais, c'est toutes des affaires que il y a des joueurs aujourd'hui que ça joue avec des joueurs, ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, là, c'était le fait que j'ai joué avec ces gars comme ça, là, c'était incroyable. Quel conseil un gars comme Guy Lafleur, justement? Tu te rappelles-tu de discussion avec lui, quelque chose qu'il t'a dit? Ben, pour moi, c'était juste sa préparation. Pour moi, la façon qu'il se préparait pour un match de hockey. Je pense que tout le monde ne sait pas un secret. Tu arrivais à 4h30, il était déjà habillé. Alors, tu sais, tu voyais que c'était complètement différent. C'est un gars qui le talent incroyable, un talent extraordinaire. Tu le regardais dans les années 70, là, tu n'avais pas des plus beaux joueurs de hockey que ça. Des gars comme ça, Gilbert Perrault, Raymond Bourque dans les années 80. Après ça, tu as eu Denis Potvin. Je pensais aujourd'hui à tous les joueurs que j'ai eu la chance de jouer avec au Canada, puis contre. C'est incroyable la différence. Les joueurs incroyables, de talent incroyable. Et puis, c'est le fait d'avoir joué juste une cinquantaine de parties avec Guy Lafleur, pour moi, c'était incroyable. Je veux m'en souvenir le restant de ma vie. Est-ce que tu te considères, parce que j'ai pas eu le temps de, tu sais, on voit un marqueur de 50 buts, 40 buts. Tantôt, tu disais, quand on parlait des médias, quand ça faisait 3, 4, 5 matchs que je marquais pas, est-ce que tu te considères comme un marqueur, mettons Pacioretty, tu sais, on le sait que s'il ne score pas pendant 6 matchs, on le sait que les 11 prochains, il va scorer tous les matchs. Ouais. Tombais-tu souvent dans des léthargies de 3, 4 matchs où tu étais vraiment constant? On le sait, on s'en va 3 games, Michel va avoir un but. J'étais un gars très constant. Constant, OK. Très, très constant. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu sais, dans une saison de 7 ans, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné. La plus longue série de matchs sans but, c'est 7 matchs en 7 ans. Wow! Alors, tu sais, tu voyais que pour moi, là, des fois, mais pour moi, l'importance, comme je disais tout à l'heure un peu avant, c'était pas de marquer des buts, c'était de bien jouer. De bien jouer en défensive, de s'améliorer. C'est faire d'autres choses pour essayer de gagner des matchs. Et pour moi, c'est important. Moi, Michel, c'était l'autre. C'était un but par saison, un à l'automne, un au printemps. Il était constant, Max. Il était constant. Il était constant. Il est con. Moi, la question qui... Vous avez eu des belles carrières, les gars, vous autres. Vous avez eu des belles carrières. Vous avez une affaire, c'est pas facile. Les gars, tout le monde, les gens aujourd'hui, ça ne pense pas à ça. Une saison, une carrière pour un joueur en moyenne, c'est de 4 ans à 5 ans. Tu sais, quand tu joues 10-12 ans, Caroline, c'est le fun. Tu sais, c'est une belle carrière. Ah non, on est extrêmement choyés, puis on le sait, on remercie tout le monde aussi qui nous encourage, puis qui continue de nous encourager. C'est ça l'amour des Nordiques et des Canadiens. On le vit encore. Est-ce que tu penses, justement, on parle du Canadien et des Nordiques, tu parlais tantôt de la transaction Michel Goulet. On t'a échangé aux Blackhawks. Le lendemain, on a échangé Stachny au New Jersey. On annonce un virement jeunesse. Comment est-ce qu'une organisation comme Québec t'échange ces deux gars-là peut se sortir du trou après? Oui, bien ça, je pense que les Nordiques, il y avait un but bien, bien précis. C'était d'aller chercher Eric Lindros. Je pense que tu voyais que tu n'as pas besoin de le dire, mais c'est ça qui arrive. Ouais. C'est sûr que lorsque tu vois ça, moi, je pense que les Nordiques ont attendu trop longtemps de nous échanger, je pense. Lorsque tu sais qu'à un moment donné que tu n'as pas de bonne équipe, tes deux meilleurs joueurs sont rendus dans la trentaine, à un moment donné, il va falloir que tu penses à d'autres choses. Alors, pour moi, je savais que ça s'en venait. Je pense que Peter aussi, on le savait les deux, mais à un moment donné, parce qu'à un moment donné, le monde pense que tu n'es plus capable de jouer. Ouais. Mais c'est à cause que tu n'as pas beaucoup d'aide non plus. Je pense que c'est là, quand tu vieillis, c'est là que tu vois que tu as besoin d'aide un peu plus pour produire, surtout si tu as à produire. Alors, c'est sûr que c'était pas les plus beaux moments des Nordiques, mais je pense que d'un autre côté, c'était l'affaire à faire, dans le fond. À un moment donné, là, comme club de hockey, comme équipe de hockey, il ne faut pas avoir peur, on rebâtit, on repart à zéro. Tu sais, le patchage à chaque année, là, Colin, tu peux faire les séries pendant 20 ans de temps, tu ne fais rien. C'est ça. Tu penses qu'il arriverait quoi, Michel, justement? On parle là, à Montréal, ils disent demain matin dans les journaux, on reconstruit. Bien, c'est sûr qu'il y a des clubs que c'est différent d'autres, mais je pense que la plupart des amateurs vont comprendre ça à un moment donné.
C'est parce que c'est pas l'histoire du Canadien il y avait tous les choix au repêchage dans le temps. Ça ne marche plus de même. Tu as 31 équipes. Alors, pour moi, c'est très, très important qu'à un moment donné, tu te dis, gars, c'est ça qu'on fait. Marc Bergevin, je pense qu'il y a eu un été incroyable. Je pense qu'il est allé chercher. Premièrement, il y a des joueurs clés à des positions bien précises, puis je sais qu'il y a une chance de gagner. Je pense qu'il y a eu une très, très belle été, puis c'est quand même excitant de voir que tu as du changement, tu as du nouveau. En plus, tu as 2-3 nouveaux joueurs qui s'en viennent. C'est ça l'excitement. Là. Ouais. Ça, là, quand tu vas chercher 1 ou 2 joueurs, là, c'est comme moi à mes dernières années avec les Nordiques. Quand Joe Sakic est arrivé, il va dire l'affaire. Quand il a décidé de retourner, après son premier week-end, de retourner junior, je dis, voyons donc, où tu t'en vas? Où tu t'en vas? Il a décidé lui-même de s'en aller? Oui. Je pense que c'est une affaire peut-être de contrat. D'après moi, ces affaires-là marchaient, mais peut-être qu'il ne se sentait peut-être pas prêt. Mais moi, j'étais là, voyons donc, tu es notre meilleur joueur, où tu t'en vas? C'est sûr que chaque personne voit des affaires autrement, mais tout qu'un joueur de hockey. Il nous reste 3 sujets qu'il faut t'entendre avant de te laisser aller. Je sais qu'on est déjà, je pense qu'on est à 40 minutes. C'est trop bon, c'est juste trop bon. Il est trop généreux, puis... Oui, on n'a pas de problème, les gars. Vous avez une belle affaire, gars. La poche bleue, moi, j'aime ça. C'est gentil, ça. Hey, j'ai joué à ben des poches des fois, mais en tout cas, c'est pas grave. Elle était bleue en plus à Québec, t'es correct? Ah oui. On n'a pas le choix de te parler de la Coupe Stanley. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi, dans tous les faits de tout ce que tu as réussi à faire, ça, il manque ça? Oui. Ça représente quoi, la Coupe Stanley? Puis on a vécu la même affaire, Guy, un peu, je pense, moi puis Michel. C'est la seule affaire qu'on a vécue similaire. On a perdu en finale. À part les 483 buts de différence. Là. On a perdu en finale, mais c'est là que je disais que c'est là qu'un peu que Mike Keenan, c'est là qu'il a appris à un moment donné le crime. On venait de gagner 12 matchs en ligne. On venait de clencher Edmonton, Minnesota. Ça veut dire, on était un club vaillant incroyable à Chicago. On arrive en finale. Mais on joue contre Mario, puis Jagger, puis Ron Francis, puis Paul Coffey. Moi, j'étais là, voyons là. Tu sais, les deux premières lignes, c'est pas pire, mais après ça, là, Scotty, il a commencé à doubler Jagger, puis Mario Lemieux. Tabarouette. On a perdu 4 matchs par un but. Tu sais, Mario, tu peux en parler. On peut à nous autres en parler pendant... Vous avez eu la chance de jouer contre lui aussi. Vous avez eu la chance de jouer. Vous l'avez manqué? As-tu joué contre lui? J'ai manqué, oui. Michel, honnêtement, j'aurais pas été sur la glace en même temps. Non, mais c'est bon. Quand tu parles d'un joueur de hockey. Lui, il a un chiffre, puis il va changer l'allure d'un match assez vite. Alors c'est réellement la Coupe Stanley, c'est quelque chose que tu rêves, naturellement. Mm-hmm. Et puis, on a manqué de gaz, comme on dit à la fin. On s'est fait planter par un club beaucoup plus talentueux, beaucoup plus équilibré. C'est beaucoup de différence entre les deux clubs, mais on était un club vaillant on a manqué de gaz un peu à la fin. Ouais. Je suis certain, puis tu as une carrière beaucoup plus... j'imagine pas on n'a pas joué, tu as joué plus de matchs que nous autres, puis moi aussi, puis Max a perdu en match numéro 7, puis peu importe comment proche que tu t'es rendu de cette fameuse affaire de métal-là, elle te fait mal au cœur tout le temps, tous les années, quand tu vas sortir. C'est drôle, hein? C'est parce que c'est une anecdote après le match, parce que j'étais à côté d'un jeune. C'était sa deuxième année, troisième. Il dit, moi, là, c'est ma deuxième, troisième année, j'ai encore le temps. Le petit gars, il a joué 18 ans, mais il n'a jamais eu de chance. Ah non. C'est pour te dire que des fois, là, gagner la Coupe Stanley, là, tu penses que tu es tellement proche, mais en même temps, tu es tellement loin. C'est incroyable comment est-ce que tu es loin. C'est parce que c'est une question de timing, hein, Michel. Il n'y a pas juste le talent puis bien jouer. Il faut que tout le monde soit en santé. Il faut que ce soir-là, pendant 2 semaines, contre un match-up, une équipe, que tu te sentes bien, que le système, ça marche. Je pense que il ne faut pas sous-estimer le facteur luck, coïncidence. Ça va bien. Hey, t'as des joueurs qui n'ont pas fait les séries pendant 10 ans de temps, 12 ans de temps. Ils vont dans les séries puis ils gagnent la coupe. Ron Enzi, pour ne pas le nommer. C'est la chance. C'est la chance. En plus, ça lui donne peut-être 3, 4, 5 années pour lui à cause de sa carrière. À cause de ça. Ah non, c'est vrai. Mais pour moi, Guillaume, c'est sûr que je ne sais pas si on va en parler, mais pour moi, les plus beaux moments, c'était les Coupes Canada.
Hey, on en parle. Vas-y, on te laisse aller là-dessus. On veut t'entendre Coupe Canada. Ça a été mes deux plus beaux moments. Pour moi, là, j'étais comme un peu... comment je pourrais dire? J'étais un fan, dans le fond. Tu sais, j'étais là, mais voyons donc. Je jouais avec Gretzky, je jouais avec Rick Middleton pendant un tournoi de temps. Moi, j'étais là, mais voyons donc, Seigneur. C'était incroyable comment est-ce que la beauté du sport, la qualité des joueurs était incroyable. Tu sais, des fois, tu te revires de bord, hein, la passe arrive sa palette, tabarouette. Des fois, je l'avais sa palette du genou, mais là, c'était sa palette. Sa palette. Tabarouette, hey, c'était incroyable. Tu sais, c'était les deux plus beaux moments. Puis en 87, j'ai eu la chance de jouer avec Mario et puis Wayne, et, tout un chambardement de lignes. Et puis, c'était, pour moi, les deux plus beaux moments de ma carrière, dans le fond. Mais justement, tu parles de Mario puis Wayne, excuse Max. Michel Goulet sur un trio 80 matchs avec un gars comme eux autres, il en met combien dedans? Oh mon Dieu! Hey, Wayne, là, Wayne et Mario, là, tu les regardes, là, c'est comme style de joueur. C'est sûr que Mario, à cause de la grandeur, de sa qualité à un contre un, c'est ça un peu qui fait la différence avec Wayne. Mais comme joueur de hockey, là, moi, là, on jouait contre les meilleurs clubs du monde. J'avais 4, 5, 6 bonnes chances de marquer à chaque match. Ah ouais, hein? Imagine dans une saison, tu fais 100 buts. Tu sais, sérieux, hein? Non. Puis c'est des one-timers, puis c'est des buts vides, puis c'est des... Le puck s'en vient, là, ça n'a pas de bon sens. La créativité de ces deux joueurs-là, c'est inégalable. Regarde les chiffres, là. Tu les regardes les deux. Là. Si Mario avait naturellement été blessé, là, regarde les deux, là. Les chiffres, là, c'est... Voyons là. C'est des joueurs extraordinaires. Moi, Michel, j'ai une dernière question pour toi. Je demandais justement à Roberto Luongo la semaine passée, quand il arrive dans le vestiaire de Team Canada, c'est juste des leaders et des capitaines, dans le fond, dans le vestiaire. C'est, dans son époque à lui, qui se levait dans le vestiaire, qui parlait, qui prenait la parole. Toi, c'était qui? On regarde ça, c'est juste des stars. Hein. Oui, en 87, en 84, je veux dire, on avait Larry Robinson, on avait Denis Potvin, tu avais Wayne Gretzky, tu avais Marc Messier. On était tous des jeunes, dans le fond, mais ces gars-là, tu avais Mike Bossy. Tu avais des gars, c'était tout que des joueurs de hockey, ceux-là. Là. Puis il y en a que tu n'avais pas réellement, mais Larry Robinson, c'était le gars le fun un peu, puis il mettait ça loose un peu. Lui, on sait qu'il connaissait ça, la pression du monde. Parce que là, à Coupe Canada, c'est la pression du Canada. C'était incroyable parce que la pression, c'était de match en match. Mais c'était réellement le fun de jouer avec des gars comme ça. Il nous reste, pour moi, il me reste encore 2 sujets qu'on ne peut pas passer à côté. Là. Je ne sais pas si c'est encore le temps, Michel, là, mais je m'excuse pour les autres invités. Là, je veux pas. J'ai 2 heures. J'ai 2 heures sur vous autres. Ah, c'est vrai, on est correct. Moi, on n'a pas le choix de parler le 16 mars 95, retraite chandail avec les Nordiques de Québec. Qui t'appelle? Comment on t'annonce ça? L'émotion, est-ce que tu t'attendais que ça soit aussi fou que ça quand c'est arrivé? Tu sais, il y a bien des choses qui sont arrivées cette journée-là. Je pense qu'ils m'ont appelé. Ils préparaient ça faisait un petit bout de temps en plus. Ouais. Mais le fait que c'était jour pour jour, là, 1 an après que j'ai eu ma blessure au Forum, la blessure à la tête que j'ai eue au Forum le 16 mars 1994. Alors, 1 an après, on retire mon chandail. Ça a été une soirée incroyable. On ne pense jamais à des affaires comme ça. Donc, on ne pense jamais qu'ils m'ont retiré ton chandail. Et ça a été une soirée pour la famille et pour tout le monde, dans le fond. C'était une soirée remarquable que je me souviendrai toujours. Et puis, naturellement, ça n'enlève pas le cas du 16 mars 1994 au Forum. Là. Moi, je me dis toujours que c'est un fantôme du Forum qui m'a fait tomber, qui m'a fait trébucher. Les mots, c'est Chris-là. Là. Un petit calique, là. Il m'a bien poigné. Mais ça a été réellement quelque chose là, dans ma carrière à moi. Naturellement, ça. Et puis après ça, la cerise sur le gâteau, c'est le temple de la renommée. Le temple de la renommée, c'est... Michel, quand le chandail est monté là, en haut, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête que tu as dit? J'ai accompli un moment particulier que je pensais jamais vivre. C'est sûr qu'il y avait quelque chose en dedans de toi qui...
Ah non, c'est sûr que tu penses à tous les matchs, pas tous les matchs, tous les bons matchs. Tu penses à bien des affaires. Ce qui était réellement le fun, c'est de voir mes enfants là regarder ça. C'était réellement impressionnant pour eux autres aussi. Alors, c'était réellement quelque chose que tu ne penses jamais. Tu ne penses jamais à des choses comme ça. Tu fais juste penser d'avoir une belle carrière, de jouer le plus longtemps possible, de rester en santé. Et toutes ces choses-là, par après, là, c'est un peu une bénédiction, dans le fond, comme on dit. Ça te prend de la chance un peu, ça te prend du talent un petit peu, ça te prend un gars qui aime travailler, un gars qui aime jouer, un gars qui aime bien des affaires. Alors, pour ça, là, c'est sûr que lorsque tu regardes la carrière, pour moi, ça a été rempli, comme on dit, au bouchon. Tu as fait ce que tu avais à faire. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'était un rêve pour moi. Et puis, j'ai accompli. Et puis aujourd'hui, je vis encore un rêve. Je suis encore en vie. Je suis heureux. Je suis un gars qui est excessivement positif. C'est un gars qui n'est jamais trop bas. Je suis toujours jamais trop haut, mais jamais trop bas. Je suis toujours... j'essaie d'être toujours... être constant, me lever, puis d'être happy tout le temps, d'être heureux de se lever le matin et de faire quelque chose de constructif. Hey, les gars, comme vous autres. Comme vous autres, les gars. Comme vous autres. Ce que vous faites, les gars, vos deux, là, c'est le fun en crème. Je vous encourage à continuer. J'ai vu une couple de vos entrevues. Réellement, c'est bien fait. Vous faites bien ça. Puis je pense que les gens apprécient bien ça aussi. Merci beaucoup, Michel. Venant de toi, c'est vraiment super apprécié, ça. Vraiment apprécié. Je ne dormirai pas en soir, c'est sûr. J'ai pensé à ça. Là. Continuez, les gars. En plus, vous avez l'air d'avoir de la belle publicité. Hein? Vous avez avoir des beaux commanditaires. Ça va bien. Puis en plus, mec, tu viennes au Québec, tu vas pouvoir goûter à notre bière. Hey, oublie pas, j'ai 7 frères. Hein? On s'occupe de tout le monde. On va s'organiser avec ça, Michel. Ça, je te le garantis. On est supposé de faire un tournoi de poche avec Sam Gérard à Robertval. C'est un champion. Fait que, gars, Michel, on t'invitera puis on fera ça. On fera un 2 de 3 à Péribonka. Hey, on va commencer à Roberval, mais on va finir à Péribonka. Et voilà, c'est réglé. Merci, Michel. Merci, les gars. Bonne chance. Salut, merci. Salut, bye.